Avant de donner la parole à mes invités, quelques nouvelles de Valérie Murat qu'on vient de voir dans le documentaire. Elle continue son combat. Elle vient de créer un collectif Alerte aux toxiques afin de prévenir les gens sur les dangers des pesticides et aider les victimes à faire reconnaître leurs droits. On va en parler bien sûr pendant ce débat. André Cicolella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toxicologue. On a entendu là dans le documentaire que les pesticides pouvaient être responsables de l'augmentation des cancers. Est-ce que pour l'instant c'est toujours une hypothèse ou est-ce qu'on est sur de la donnée scientifique vraie? Incontestablement. On dit que sur les pesticides, on a des dizaines d'enquêtes épidémiologiques parce que là, on a à la fois les données expérimentales chez l'animal et les données épidémiologiques chez l'humain qui vont toutes dans le même sens pour un certain nombre de cancers. Pas tous non plus. Mais cancer du sein, cancer de la prostate, leucémie, lymphome, cancer du cerveau, voilà, ça fait déjà pas mal. Vous avez dit pas tous les pesticides. Quel type de pesticides on utilise aujourd'hui ? Alors, évidemment, avec le recul, le problème, c'est qu'on a des utilisations à un moment, et puis il faut beaucoup de temps pour mettre en évidence. Vous voyez, le DDT, c'est seulement maintenant que l'on voit effectivement que l'exposition des femmes au DDT il y a 50 ans se traduit par une augmentation du cancer du sein aujourd'hui. Vous voyez, 50 ans. D'accord. Donc, il y a plus chez ces femmes ou chez leurs filles? Chez les deux. D'accord. Voilà. C'était un insecticide, ce DDT. Ah oui, il a été utilisé très largement en agriculture, mais aussi dans les usages domestiques. Et même on mettait dans les papiers peints. Vous voyez, donc ça a été des utilisations totalement folles. Oui. Et pour vous, ce qui est en train de se passer, c'est un vrai scandale sanitaire. On est dans la mesure du scandale de l'amiante. C'est quoi? Oh, c'est pire. C'est pire. Oui, c'est pire, puisque c'est l'épidémie de maladies chroniques. Le mot épidémie est utilisé par l'OMS. Oui. La progression des cancers, la progression des maladies cardiovasculaires, la progression du diabète, de l'obésité, la progression des maladies respiratoires, des troubles immunitaires, des troubles du comportement. Et tout ça explose. On parle d'épidémie, mais il faudrait parler de pandémie, puisque c'est une épidémie mondiale. C'est notre environnement des dernières décennies qui est responsable de cette croissance. Et croissance également, donc des malformations. On en parle. Sabine Grattalou, bonsoir. Bonsoir. Vous avez un petit garçon qui a 9 ans, qui s'appelle Théo, qui souffre d'une grave malformation depuis sa naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a découvert à la naissance? En fait, quand il est né, il avait l'œsophage et le larynx qui étaient reliés par une liaison qu'on appelle une fistule. Respiratoire et voie digestive, qui normalement sont évidemment bien séparées l'une de l'autre. Et qui communiquaient. Donc s'il n'était pas viable, il fallait l'opérer immédiatement. Et donc il s'est asphyxié dès il est devenu bleu tout de suite, j'imagine. Oui. En fait, l'air, quand il inspirait, l'air allait dans ses poumons. Et quand il expirait, ça allait dans l'estomac. En fait, c'était une atrésie de l'œsophage. D'accord. Alors, à quel moment, en fait, Sabine, vous avez réalisé qu'il y avait peut-être un lien entre des utilisations de pesticides et la maladie de Théo? En fait, le chirurgien qui a opéré Théo le lendemain de sa naissance nous avait parlé d'un lien possible avec les pesticides. Mais sur le coup, ça nous avait paru impossible parce qu'on pensait ne pas être exposé, particulièrement parce qu'on mangeait bio et qu'on vivait dans un environnement où il n'y avait pas de culture autour. C'était des prés et de la forêt. Donc, une année est passée et est arrivé l'été suivant. Et en fait, je me suis retrouvée à faire ce que je faisais tous les ans, mais j'avais oublié. C'est en fait passer du désherbant, un désherbant à base de glyphosate, une sorte de générique du Roundup, sur notre carrière d'équitation. Parce qu'en fait, on a des chevaux à la maison, ça fait partie de notre métier. Et donc, on a une carrière où on monte à cheval qui fait 700 mètres carrés, donc c'est énorme. Enfin, énorme, en tout cas, c'est pas une plate-bande. Et donc, vous l'aviez fait alors que vous étiez enceinte un an avant. J'ai pris conscience qu'en le refaisant cette année-là, que je l'avais forcément fait un an avant. Et donc, un an avant, vous étiez enceinte. Et j'étais enceinte. Et c'était le tout début de la grossesse de Théo. Et en fait, pendant les 3 premières semaines de grossesse, on ne sait pas qu'on est enceinte. Et c'était le tout début, donc le moment où se forment l'œsophage et le larynx, qui ont été mal formés chez Théo. Il est parti en toxique, ce glyphosate? Oui, c'est aussi un perturbateur endocrinien. Mais là, tout de suite, je pense à une autre étude faite aux États-Unis qui montre un lien entre 2 pesticides organochlorés et la survenue de cas d'autisme lorsque les femmes étaient exposées à la 6e et 7e semaine. Voilà, donc à un moment très particulier du développement de l'embryon. Risque multiplié par 6. Vous avez, une fois que vous avez réalisé ça, qu'effectivement c'était peut-être en lien avec ce geste que vous avez eu, vous avez essayé d'alerter un peu les pouvoirs publics, les autorités Oui, c'était il y a 9 ans, donc il y avait vraiment très peu de prise de conscience de ce type de problème. Donc j'ai cherché d'abord des études, bien sûr, qui étaient très rares. Donc je
je me suis vite retrouvée face à des études qui pointaient une tendance, qui mais qui n'affirmaient n'étaient rien. pas probantes. Donc je me suis dit, il faut qu'on fasse plus d'études. Bien sûr. Donc moi, j'ai confiance dans les autorités du pays, donc je me suis tournée vers le ministre de la Santé, le ministre de l'Agriculture, tout ça. Je leur ai envoyé des courriers recommandés en leur disant qu'il faudrait faire des études. Il y a vraiment un doute. Bon, j'ai eu aucune réponse. Je me suis tournée vers les députés. Il y a 2 députés, un à gauche, un à droite, qui ont déposé des questions écrites au gouvernement. Oui. Sans réponse. Sans réponse. Elles sont restées sans réponse pendant plus d'1 an. Voilà. Donc, pourquoi toutes ces... Bon, on se remet dans le contexte, effectivement, quand même de l'époque, mais ça continue à gêner, ça continue... Oui. Si vous voulez, le fond du problème, c'est qu'on est en situation de crise sanitaire. Mais la culture dominante dans le milieu de la santé, c'est une culture de risque infectieux. Alors on se mobilise, ou même se surmobilise sur des épidémies de type H1N1. Par contre, c'est tout ce qui est effectivement du risque chronique, du risque toxique, est minimisé. Il y a un problème de culture des médecins, plus largement, de tous les professionnels du risque d'ailleurs, et donc des responsables aussi politiques sur le sujet. Et donc c'est ça qu'il faut changer. Les autorités, les médecins, tout ça on entend bien, mais c'est vrai quand on a entendu cet agriculteur qui dit qu'effectivement il y a des cas de lymphome, etc., mais bon, qui va continuer, c'est un problème aussi, parce que si... Alors, on comprend aussi qu'ils aient besoin de leur vie. Il faut effectivement trouver des solutions de remplacement. Voilà. Mais bon, dans le cas, effectivement, et le reportage le montre très bien, notamment le dernier témoignage, cette personne qui est passée de l'agriculture conventionnelle au bio, voilà, donc la viticulture bio, ça existe, on sait faire du vin. Ce serait quand même dommage de ne plus faire de vin. Donc on sait faire du vin bio, et donc voilà, c'est très bien. Regardez, nous on a mené la campagne sur le bisphénol. On a changé les biberons bisphénol, et puis on a fait les biberons en verre, voilà, ou en polypropylène, un plastique qui ne pose pas de problème. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Il faut que apparemment, quand on entend les agriculteurs, il y a un problème. Le problème, c'est évidemment changer les habitudes. Ça, c'est clair. Donc, il faut permettre aux gens aussi d'évoluer. Donc, il y a des problèmes de formation, de moyens, etc. Mais quand vous voyez le coût, on dépense aujourd'hui pour les maladies chroniques 64 milliards d'euros en plus en 2014 par rapport à 1994, 20 ans avant. Donc, vous voyez, il faut changer notre regard, notre logique. Vous avez été en contact avec d'autres familles touchées comme vous ou pas ? Alors, c'est très difficile à établir dans le cas des malformations, parce que, comme on le disait tout à l'heure, tout dépend à quel moment de la grossesse vous êtes exposé. Et c'est en fait un organe différent qui va être exposé, qui va être moment où l'organe se malformé. développe. Voilà. Donc, on ne peut pas... moi, au début, j'ai contacté toutes les familles, j'ai essayé de me rapprocher des familles qui avaient des atrésies de l'œsophage, mais non, elles ne sont pas toutes concernées par les pesticides. Par contre, ce qui est vraiment très marquant, c'est le cas de l'Argentine, qui est un pays qui est devenu malheureusement un laboratoire à ciel ouvert. C'est terrible. C'est le gouvernement local de la région de Chalco en Argentine a fait une étude sur 10 ans sur plus de 60 000 naissances. Donc là, qu'on nous dise pas que c'est pas statistique et que c'est pas des êtres humains, là, ce sont des êtres humains. Et les malformations ont été multipliées par 4. Absolument. C'est énorme. C'est très important. Ce glyphosate, son utilisation a été remise en cause par la France et l'Allemagne à Bruxelles. L'autorisation, finalement, est prolongée d'1 an et demi. Ça devait être 9 ans. C'est quand même une victoire. Ah, tout à fait. Ça montre que la prise de conscience se fait. On prend des décisions un peu tardivement, quand même. Ça fait un moment qu'on le sait. Mais c'est une décision quand même limitée. C'est-à-dire que là, on sait un pesticide. Il faut regarder l'ensemble des pesticides. Vous voyez, sur les 250 à peu près que l'agence européenne a testé, la moitié sont des perturbateurs endocriniens, des hormones thyroïdiennes. Donc voilà, tout ce qui est effectivement formation du cerveau dépend des hormones thyroïdiennes. Tout ça ils n'ont pas été supprimés pour autant. Vous voyez. Donc il faut faire le ménage entre, si vous me permettez, mais personne ne prend cette décision. C'est ça l'enjeu. Alors la France est un peu en pointe, même plus qu'en pointe. On est le premier pays au monde à avoir une stratégie nationale perturbateur endocrinien. On est quand même aussi le 3e consommateur de pesticides. Donc... Mais voilà, tout à fait. Il faut être cohérent jusqu'au bout. Et là, on n'est pas. Très clairement. Très clairement. Théo, il va comment aujourd'hui ? Il va bien, c'est vraiment... Donc on imagine qu'il a une trachéotomie, c'est ça en fait. Donc il respire avec une trachéotomie. Voilà, il y a un trou en fait pour bien qu'on comprenne bien. Et il a une voix qui est particulière, il a été rééduqué pour pouvoir parler avec une voix qu'on dit œsophagienne, c'est ça ? Voilà, exactement. Il parle en voix œsophagienne, ça lui fait une voix de robot un peu, mais bon, il arrive à parler. Donc il ne peut pas se baigner, on imagine. Non, ça c'est son grand regret. Il ne faut pas que l'eau rentre, mais il va bien. Mais à part ça, il peut faire tout ce que peut faire un petit garçon de son âge.
il monte à cheval, il a eu 50 opérations. Donc il était opéré vraiment quasiment tous les mois jusqu'à il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, le chirurgien qui le suivait pour essayer de fermer sa trachéotomie nous a dit... On arrête, ça sert à rien de s'acharner. On va pas y arriver tant qu'il n'aura pas fini sa croissance. Donc ça veut dire que peut-être un jour on pourra refermer cette trachéotomie. On espère. Mais on sait de toute façon que jusqu'à la fin de sa croissance, il va juste rester stable, on espère, avec sa trachéotomie. Mais ça ne l'empêche pas de faire des tas de bêtises. C'est très bon signe, ça c'est très bien. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même, pour finir, donner des conseils aux particuliers pour essayer de se protéger au maximum tant que toute la loi n'est pas... Oui, je pense effectivement, par pesticides, on associe ça à agriculteurs. Mais il y a un usage des pesticides dans la maison. En France, on a plusieurs études faites par l'INSERM, publiées. Ça double le taux de leucémie et de lymphome. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On a les données, et qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Bon, alors tant que nos autorités ne font rien, on peut faire quoi, nous? Eh bien, il faut effectivement déjà ne pas utiliser ce type de produit. Voilà, et puis, il y a des conseils de bon sens aussi, du point de vue aéré. Voilà, aéré, par exemple, ça permet... Les polluants, les perturbateurs endocriniens sont très présents dans l'environnement intérieur, beaucoup moins dans l'environnement extérieur, par exemple. Donc, une revue... Aéré le matin, le soir, au maximum. De bon sens d'aérer, effectivement. Et on mange quoi? Alors, effectivement, la solution, c'est la nourriture bio, qui élimine déjà les pesticides. Ça n'élimine pas tout, parce qu'il y a des contaminations de l'environnement qui se retrouvent aussi. Donc, mais déjà, on limite les dégâts. Voilà. On imagine que Théo, il mange bio. Oui, c'était déjà le cas avant. Donc on réduit les risques au maximum. Voilà, c'est sûr. On est des convaincus. Mais c'est vrai que ce qui est frappant, c'est de voir que on laisse à des gens individuels la responsabilité d'alerter, de constater par eux-mêmes qu'il y a un problème, quand il est trop tard, malheureusement dans notre cas. Et quand on veut alerter les pouvoirs publics, on se retrouve face à un mur. Alors qu'on sait très bien, ce qui me paraît important de dire, c'est qu'il faut arrêter de caricaturer, de dire il y a les écolos qui sont des doux rêveurs complètement bercés d'illusions et les méchants agriculteurs. Non, moi je suis une chef d'entreprise, je connais les difficultés d'assurer la rentabilité d'une exploitation. Il faut effectivement trouver d'autres solutions et les aider à trouver d'autres solutions et à changer, bien sûr. Et ça peut être complètement viable économiquement. Au contraire, d'ailleurs, c'est même un plus. C'est même un levier de développement économique qui est vertueux dans tous les sens du terme. Tout à fait. Merci beaucoup. Vous direz à Théo de continuer à faire des bêtises. C'est très bien. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci. On va parler d'une autre pollution que vous connaissez bien, évidemment, André Sicolella, c'est celle de l'air. En cause, les industries qui déversent des milliers de particules fines dans l'atmosphère, mais aussi les transports routiers. Là encore, les riverains se mobilisent. Tout de suite, pollution, la France irrespirable, un documentaire signé Lamia Bellassène.